Merci. Je sais que j'arrive à un moment où beaucoup d'entre vous sont fatigués parce que ça fait déjà presque 3 jours que vous êtes en débat. Mais je suis extrêmement content d'être ici et d'avoir la chance de vous présenter ma vision, ma compréhension du pouvoir des arts en prenant cette fois-ci en compte la nouvelle position que j'occupe comme responsable de l'organisme de financement des arts le plus important à l'échelle canadienne. Je trouve que c'est particulièrement inspirant de se retrouver avec un grand nombre de défenseurs et de passionnés des arts qui proviennent de tous les secteurs de la société et qui se réunissent autour de ce qui est à la fois un constat et un engagement clair. Le pouvoir des arts peut favoriser le changement social. Évidemment, notre défi est de faire en sorte que l'idée même du pouvoir de l'art devienne une évidence pour la majorité de nos concitoyens et qu'elle soit prise en compte par les élus et les décideurs à tous les échelons de notre démocratie. En effet, pour reprendre la métaphore de Nietzsche, quand les artistes auront éveillé le géant endormi de notre âme collective, de véritables changements sociaux deviendront non plus un rêve, mais une possibilité à notre portée. A couple of weeks ago, il y a quelques semaines, lorsque j'ai commencé à préparer mes notes pour cette présentation, le bureau du conseil sur la rue Elgin a été confiné. À l'extérieur de nos portes, il y a eu des tirs de fous et un tireur dans la rue. Dans les heures et les jours qui ont suivi, nous avons été inondés de nouvelles, de milliers de vidéos, d'articles et de photographies. Certains nous ont donné beaucoup d'informations et beaucoup d'informations, de sensations. Cela crée un climat de peur, de choc et de tristesse. La raison pour laquelle je mentionne cet événement, c'est pour vous souligner que les nouvelles ne représentent qu'un type de conte ou de récit. Dans ce genre d'événement, cela façonne nos façons de réagir et nos émotions. Pourtant, il y a d'autres façon de faire des contes ou des récits par des poètes, des danseurs, des chanteurs, des artistes. Il est très intéressant d'en parler car cette histoire, lorsque nous travaillons sur le discours au Conseil des arts, 2 membres de l'équipe de communication sont venus me voir et m'ont demandé, écoutez, pourquoi ne pas s'en servir et rédiger quelque chose d'ouvert pour le Ottawa Citizen, 640 mots. Et cet article a été publié vendredi matin. Ce texte a été envoyé par gazouillis partout dans le Canada depuis vendredi matin par des personnes qui n'ont rien à voir avec le Conseil des arts du Canada, par des anciens combattants, par de nombreuses personnes, car cela portait sur un événement qui a créé toute une onde de choc parmi la population canadienne. Et il n'y avait pas d'explication simple à savoir quelle pourrait être la contribution des arts. Dans un moment de crise, le pouvoir des artistes pour unir, exprimer notre répulsion collective face à un événement aussi terrible et de réaffirmer nos valeurs dans la collectivité. C'est tout à fait tangible et sensible. Vous connaissez sûrement Bill. Je crois que William Cleveland l'a bien dit dans son livre « Art and Upheaval » lorsqu'il dit que les artistes nous font comprendre et nous règlent les conflits, guérissent les traumatismes et disparaissent et savent recoudre la mosaïque de leur collectivité. J'ai l'espoir de trouver une guérison et une force parmi les images, les mots, les chansons de nos artistes et que le travail qui est effectué aujourd'hui par les artistes aidera aux autres comment créer un meilleur avenir. De ce forum, vous partagez vos idées et réalisations à propos de l'impact des arts dans la société. Vous pouvez être extrêmement fiers des pratiques, des éléments de politique et de recherche que vous avez développés dans de nombreux domaines tels l'économie, la justice, le développement communautaire, la santé et j'en passe.
Je crois aussi que nous pouvons puiser chacun dans notre propre expérience de vie, notre propre esprit créatif, pour saisir d'une façon toute personnelle et presque viscérale ce que les arts apportent à chacun de nous. Je vous glisse ici quelques mots sur mon expérience. Depuis longtemps, avant d'être au Conseil des arts, depuis longtemps, je suis ce que je pourrais dire un impénitent défenseur des arts. Cette passion s'est traduite dans mon travail professionnel, mais c'est beaucoup traduite par un engagement au niveau citoyen. Je suis absolument convaincu qu'on peut critiquer, conseiller, décrire l'action des politiciens. On peut aussi souhaiter que les gens qui sont dans la fonction publique, que les fonctionnaires jouent un rôle plus imaginatif pour faire avancer les arts et la culture. Mais je suis convaincu que c'est important qu'au niveau de la société civile, en dehors des institutions politiques, de représentation politique et en dehors de la bureaucratie, si sophistiquée soit-elle, c'est très important de développer des mouvements citoyens, des mouvements au niveau de la rue, des mouvements qui font se rencontrer des gens qui ont toutes sortes de perspectives et toutes sortes de points de vue, non pas pour défendre une vision des arts ou non pas pour défendre leurs intérêts professionnels uniquement, mais pour s'assurer qu'au niveau de la société, ces valeurs-là deviennent incontournables pour les gens qui souhaitent faire de la politique et pour les fonctionnaires qui doivent développer à long terme des actions politiques. Culture Montréal est une organisation à laquelle j'ai participé en tant que fondateur et en tant que président pendant 12 ans. C'est une organisation qui existe toujours et qui est très importante à Montréal parce que ça permet de faire en sorte qu'il y ait constamment sur la place publique un espèce de chien de garde actif, intelligent, séducteur, documenté, réactif et proactif, capable de faire en sorte que les discussions à propos de la ville incluent constamment une perspective autour des arts et de la culture. Because what I think is that Ce que je crois, c'est que il est important de trouver des preuves et d'avoir des faits réels afin d'appuyer les arts et la culture. Mais ce qui est de plus en plus important, c'est de s'assurer que les arts et la culture, on siège à la table lorsqu'il y a des discussions qui n'ont rien à voir avec les arts et la culture, des discussions importantes sur les arts à l'extérieur des arts et de la culture se produisent. Il est important de s'assurer que nous soyons invités comme artistes et comme défenseurs des arts à des discussions qui sont absolument impossibles à régler sans la contribution des arts et de la culture. Et lorsque nous ne sommes pas invités, il est tout à fait essentiel de s'inviter à ces discussions poliment, mais il faut s'inviter poliment à ces discussions. Le Conseil des arts du Canada, depuis que je suis le nouveau directeur et chef de la direction, je n'avais pas de carrière comme bureaucrate culturel. Je ne viens pas d'Ottawa, je ne viens pas du secteur. J'ai le plus long mandat comme premier mandat donné à un chef de la direction, 5 ans. Donc, cela me donne le temps d'accomplir mes objectifs. Et la dernière chose au monde qu'on pourrait dire, c'est que j'ai un programme caché. Non, mon programme est très public. Alors, comme j'ai été nommé après des années d'avoir démontré les arts et la culture et d'avoir été un défenseur des arts et de la culture et d'avoir été responsable des bailleurs du fonds, c'est un moment extraordinaire pour moi et j'espère pour le secteur des arts également. Le Conseil des arts du Canada a été créé comme recommandation de la commission Vincent Massy durant la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale. À cette époque-là, on avait l'impression que le Canada avait quelque chose d'unique à offrir à sa population ainsi qu'au monde. L'expression artistique et les solutions créatives aux enjeux de l'époque. Je dois noter également que la commission Vincent Massy a recommandé la formation de la Commission canadienne de l'UNESCO pour avoir un monde plus pacifique dans l'éducation, la science, la culture, l'information et la communication. Cette commission
et au Conseil des arts du Canada et continue à fonctionner au sein du Conseil des arts du Canada. Et nous tirons des avantages de la richesse créée par ces réseaux de gouvernements, de ministères, d'institutions, d'associations et d'individus qui sont actifs et engagés, les experts, dans leurs domaines respectifs. Mais c'est vraiment un secret. Même les clients du Conseil des arts, les 16 000 organismes qui obtiennent un financement du Conseil des arts du Canada ne connaissent pas la Commission canadienne pour l'UNESCO. Et pourquoi? Mais c'est là, ça existe. Et c'est extraordinaire car c'est une façon pour nous en ce moment de retirer la synergie entre les activités de bailleurs de fonds au Conseil des arts du Canada et cette grande plateforme qu'est la Commission canadienne pour l'UNESCO. Mon intention est d'activer cette synergie entre les deux. Maintenant, cela fait 60 ans depuis la fondation du Conseil des arts du Canada. Il y a eu une myriade de changements à cause des impacts de la mondialisation, de la technologie et des inquiétudes pour la durabilité. Les répercussions de ces changements ont touché les arts. Nous forçons au Conseil des arts du Canada à repenser la façon d'accomplir notre mandat qui est de promouvoir et l'étude des productions des œuvres d'art. Cela représente un défi considérable, mais nous l'acceptons comme étant une occasion à saisir. Seulement de travailler différemment, mais plus important encore, elle engendre de nouveaux comportements sociaux, individuels et collectifs fondés sur des valeurs qui sont de plus en plus différentes de celles qui nous ont modelés dans le passé. Dans le domaine artistique et culturel, cette révolution se manifeste de plusieurs façons, notamment par l'apparition soudaine de nouvelles formes de pratiques culturelles. Par exemple, les jeux vidéo, qui aujourd'hui emploient plus d'artistes professionnels du son, d'animateurs, d'artistes visuels et d'auteurs que l'industrie cinématographique. En même temps, nous assistons à l'implosion de l'industrie du disque et à l'affaiblissement de celle de l'édition, pour ne mentionner que deux des cas patents de remise en cause des modèles d'affaires qui ont dominé les industries culturelles depuis plus de 50 ans. L'émergence de nouvelles formes très populaires de création et de diffusion en réseau, dont la production participative, les blogs, l'échantillonnage, les webisodes, les applications composites et autres, est porteuse à la fois d'inquiétude et d'espoir. Il ne fait aucun doute que la technologie représente un grand défi pour les artistes professionnels, car les modèles familiers fondés sur les droits, la propriété et la préséance de la signature sont remplacés par des formes d'art, une esthétique et des métiers artistiques basés sur l'étiration, l'accès, le partage et la participation. Mais je crois que nous pouvons saisir le contexte actuel comme une occasion de bien comprendre et définir le pouvoir de l'art décuplé par la technologie. Après tout, la créativité est ce que nous, en tant qu'êtres humains, pouvons apporter à notre rapport à la technologie. Si la technologie change notre société, les artistes doivent être en première ligne et veiller à ce que nos interactions avec elle nous enrichissent, à ce qu'elles nous donnent plus de pouvoir sur notre propre destinée. Ils doivent s'assurer que nous utilisons la technologie de façon créative et novatrice et donner à tous, à un nombre de plus en plus important, la chance de participer à des expériences artistiques qui suscitent un dialogue sur le monde que nous voulons habiter. L'ère numérique dans laquelle nous vivons a ouvert les portes à un tsunami d'informations. En août, le New York Times a signalé que chacun d'entre nous, si nous sommes connectés, nous recevons en moyenne l'équivalent d'un 174 journaux par jour d'informations. Alors, ce n'est pas étonnant, si vous êtes sur les gazouillis, vous n'apprenez rien. Avec cette surcharge d'informations, il y a un monde de possibilités. Dans Le Devoir la semaine dernière, à la fin de 2014, après Le Devoir, plus de 40 % de l'humanité sera connectée en ligne et plus de 85 % de la population canadienne est déjà connectée en ligne.
Cela nous force à faire preuve de créativité et être précis lorsqu'il est question de faire des arts et de présenter un cas pour un changement sociétal envers les arts. Nous, comme militants du changement, nous devons nous rassembler comme on l'a fait aujourd'hui sur nos messages et nous devons renforcer notre voix pour que notre voix soit entendue. C'est tout un défi à relever. La mondialisation est une autre force sociétale qui offre des défis à relever et des occasions pour les arts et les changements sociaux. De nombreux nouveaux Canadiens ne s'engagent pas avec les arts de façon traditionnelle. La visite de galeries d'art ou la participation à des concerts ne feront peut-être plus partie des comportements culturels. Pourtant, dans un monde plus petit, l'expression et l'identité deviennent de plus en plus importants. Nous voyons des preuves de cela dans les discussions internationales à propos de l'importance de la citoyenneté culturelle et la bonne méthode envers les arts et la culture. Le droit de participer à la culture et avoir accès aux arts est enchâssé dans la Déclaration universelle des droits de la personne, mais nous devons l'adapter. Nous devons adapter ce principe à la vie d'aujourd'hui. La Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle positionne la diversité culturelle comme une source d'innovation, de créativité et d'échange, comme étant nécessaire pour l'humanité, comme la biodiversité envers la nature. De tels mouvements prennent leurs racines dans le besoin de redéfinir l'identité et de créer une cohésion tout en maintenant l'inclusion et la diversité. En d'autres mots, dans ce monde fragmenté, les gens recherchent des façons d'appartenir. Les arts peuvent offrir un espace sécuritaire pour que des groupes disparates puissent se rassembler. Au Canada, les aspirations et le potentiel créatif des peuples autochtones sont considérés comme une clé de l'avenir. L'expression artistique autochtone est en plein essor alors que les écrivains, musiciens, artistes et danseurs inuits et métis, ainsi que ceux des Premières Nations, sont de plus en plus reconnus et célébrés au Canada et dans le monde. Au cours de la dernière année, une équipe d'artistes inuits a contribué à la conception du célèbre pavillon du Canada, la Biennale de Venise. Tanya Takak a présenté son incroyable remix de Nanook of the North au Festival Luminato et a remporté le prestigieux prix Polaris. A Tribe Called Red, à part de réveiller mes voisins le matin, parce que j'écoute ça à tue-tête, A Tribe Called Red a remporté le Juno de la découverte de l'année. En 2013, Joanne Linklater a remporté le prix artistique Sobey. Rebecca Belmore a reçu le prix du gouverneur général en arts visuels et médiatiques. Et ces reconnaissances de prestige ne sont que la pointe du iceberg. L'expression artistique autochtone joue un rôle sans commune mesure en ce qui a trait à la réconciliation, à la construction de l'autonomie, à la redéfinition d'une trajectoire collective et d'identité individuelle et au partage de rêves et d'aspirations. Récemment, j'avais la chance d'assister à une rencontre à Montréal de Aboriginal Curators, de commissaires en art contemporain autochtones. Et j'ai retenu une phrase que j'ai trouvée extraordinaire d'un commissaire d'origine autochtone qui s'appelle David Garneau, et qui parlait de ce mouvement-là, puis qui disait « We are moving, us, Aboriginal artists, from recognition to ignition ». Nous sommes de la reconnaissance au départ. Alors que le Conseil des arts célèbre 20 ans d'un bureau dévoué aux Autochtones, le succès des artistes des Premières Nations inuits et métis est très emballant. Actuellement, nous planifions augmenter notre impact de ce côté-là vers l'avenir. Une autre discussion internationale dans laquelle les arts ont un état, c'est sur l'urgence du développement durable. Le développement durable est le plus grand projet du changement social, le plus grand que l'on verra. C'est celui pour lequel il faut miser sur le pouvoir des arts. L'avenir de l'humanité dépend de notre capacité collective d'anticiper le changement et d'adresser les dimensions humaines et sociales du développement. L'année dernière, j'ai participé avec de nombreuses personnes ici dans cette salle à un événement intitulé « L'art de la résilience » accueilli par la fondation, deux fondations dont la fondation GE.
ils sont engagés envers le changement social. Les participants comprenaient des artistes, des environnementalistes, des universitaires, des planificateurs urbains, des leaders dans la communauté. Nous en sommes arrivés à un consensus, et le consensus, c'est que la culture est la charpente de toutes les sociétés. C'est notre première éducation. C'est vraiment le départ de la socialisation. Et si nous devons endurer, adapter et vivre dans ces changements sociaux, nous devons d'abord considérer la culture. Pensez-y pendant une seconde. Comment pouvons-nous exprimer, interpréter, acheminer les rêves, la créativité, les espoirs, les besoins et les ambitions d'une collectivité dans toute sa diversité, dans ses différences et dans sa singularité, sans les arts, sans référence au patrimoine culturel et aux traditions. Durabilité et environnement, nous devons également insister pour que toute vision du développement intègre la culture au sens large. Cela est essentiel si on veut stimuler et mobiliser l'imagination et la créativité des gens dans une quête d'un développement durable pour que notre développement devienne un vaste projet de civilisation. De mon nouveau point de vue de directeur et de chef de la direction du Conseil des arts du Canada, je me pose au moins 3 questions importantes. Premièrement, comment pouvons-nous, avec des ressources forcément limitées, aborder ce nouveau monde que je viens de décrire? Deuxièmement, comment pouvons-nous augmenter notre impact au sein de la société et du même coup notre incidence sur la création et le partage de l'art? Et troisièmement, comment pouvons-nous faire tout ça sans laisser pour autant tomber les artistes, les organismes et les modèles de fonctionnement que nous avons soutenus depuis plus de 50 ans? Une chose est claire, refaire toujours la même chose n'est pas une solution viable. On a besoin d'innover. Alors, l'idée que ce que nous voulons accomplir est un peu plus du même est hors de question. De fonds publics national, nos programmes de subvention constituent notre principal moyen d'intervention. Nous réévaluons actuellement nos programmes pour donner un accès accru aux artistes et aux pratiques artistiques émergentes, dont celles des communautés artistiques qui demeurent encore malheureusement marginalisées, soit les communautés autochtones, celles de la diversité et la communauté importante des personnes handicapées ou sourdes. We've introduced funding to also introduce funding. Nous avons présenté le financement pour aider les organismes d'art à naviguer dans le changement et à augmenter sa résilience pour continuer à être une force dans ces collectivités. Le Conseil des arts du Canada finance des artistes à toutes les étapes de leur carrière. Mais il y a un besoin de faire de la diffusion vers les jeunes artistes pour lesquels les silos disciplinaires traditionnels sont de moins en moins logiques, pour lesquels les arts, la technologie, l'éducation et l'identité personnelle sont de plus en plus regroupés. Nous devons appuyer ces jeunes artistes alors que ces jeunes artistes inventent de nouvelles formes d'art et de nouveaux modèles de travail. Et l'idée d'appuyer la nouvelle vague d'artistes talentueux et d'investir dans un avenir responsabilité est étroitement lié avec l'un et l'autre. Nous créons notre capacité en matière de recherche au Conseil des arts afin de mieux recueillir et de partager des statistiques et de convaincre les élus sur l'importance de notre travail. Les artistes et les organismes que nous finançons ont accompli beaucoup de succès en travaillant en collaboration avec tous les secteurs de la société. Ils agissent maintenant avec des projets qui créent une différence en ce qui concerne la santé, la justice, le développement économique et le réaménagement communautaire. Nous voulons rendre ces histoires réelles et les partager avec nos défenseurs comme vous. Malgré cela, nous devons en faire davantage. Nous reconnaissons avec acuité que notre rôle ne consiste pas seulement à émettre des chèques. C'est très important, mais pas seulement ça. Nous avons un rôle de leader à jouer dans des conversations comme celle d'aujourd'hui sur la valeur de l'art dans nos vies personnelles et dans notre société.
L'interprétation du double mandat du Conseil des arts du Canada, soit promouvoir la production d'œuvres d'art et promouvoir l'étude et l'appréciation des arts, n'est pas tant d'augmenter de façon exponentielle la quantité d'œuvres produites grâce aux fonds publics, mais plutôt d'augmenter de façon exponentielle l'engagement du public envers les arts et les expériences créées dans l'espace culturel canadien. Traditionally, the public's role in the Le rôle du public dans les arts a été perçu comme étant plutôt passif, évalué par la vente de billets et les taux de participation. Le public mérite mieux. Nous devons reprendre cette idée d'engagement public de sorte que nous enrichissons la vie des gens, qu'on permette aux gens d'assister, de participer, de goûter aux arts au plus haut niveau d'excellence possible. L'engagement public doit être perçu comme une question de la plus haute importance alors que nous arrivons à comprendre la dimension culturelle de notre environnement. Pendant plusieurs années, au Conseil des arts, nous avons financé les individus et les organisations pour qu'ils s'acquittent de projets qui font la promotion de l'engagement public. Bien sûr, nous allons continuer de faire de même, mais pour le Conseil des arts, ce n'est plus suffisant. Alors il est crucial que nous traduisions en action ce que nous disons. Alors, nous devrions tous croire au pouvoir des arts et nous devons invoquer et étayer avec des preuves à l'appui, dans la mesure du possible, une discussion bien plus vaste sur le rôle de la culture dans la société. Il nous faut engager une bien plus grande gamme de parties intéressées. Nous devons convaincre nos politiciens, la société civile, de renouveler cet engagement. Il faut parier sur les arts et la culture comme un vecteur de développement du plein potentiel des individus, des communautés, des villes et de la nation. D'engagement. Nous devons d'abord insister pour que les arts aient leur place sur tous les plans, dans tous les secteurs d'activité, partout où des discussions pertinentes ont cours pour dégager des avenues pour l'avenir. Quand nous y serons parvenus, nous aurons besoin de faits et de dossiers convaincants à portée de la main. Nous devrons tirer le meilleur parti de ces occasions pour prouver hors de tout doute que les grandes questions de notre époque ne peuvent pas être résolues sans la participation des artistes et des arts. Je me rends compte que ce que je propose au Conseil des arts, ça fait juste 4 mois que je suis là, est un défi très ambitieux. Et je compte sur vous tous ici pour parvenir à relever ce défi parce que je sais que je peux compter sur les grands et souvent infatigables défenseurs du changement social par les arts que vous êtes. Pour relever ces défis, je crois que nous devons toujours revenir à une réalité plus personnelle à chacun. Nos échanges peuvent être mondiaux, nos efforts collectifs, mais le vrai pouvoir de l'art commence toujours par une personne, puis une autre personne et une autre encore. J'aimerais citer mon collègue Robert Archer, président adjoint du Conseil australien des arts, et elle a dit « Les valeurs principales des arts sont la stimulation de la curiosité et des muscles de créativité, l'imagination, la stimulation des émotions chez les adultes et l'animation de notre cerveau largement sous-utilisé. » C'est un énoncé vraiment inspirant. Quand nous embrasserons ces valeurs, nous nous donnerons la permission d'être plus ambitieux, de clamer la place légitime des arts dans la société. Le moment est venu de passer à l'action. Le simple geste de se regrouper ici sous la bannière Le pouvoir des arts est une belle ambition et une marque de courage. Donc, vous êtes convaincus que les arts peuvent changer la société et vous réitérez votre engagement à façonner notre avenir par les arts. Bonne chance au traducteur. Je voudrais laisser la fin de mon discours à un jeune homme qui a vécu, qui est mort jeune, qui a vécu au 19e siècle,
Arthur Rimbaud. Dans ses célèbres lettres du voyant, et vous allez voir, c'est incroyable comment il voyait précisément, Rimbaud décrivait avec éloquence le rôle précurseur de l'artiste et son pouvoir de transformer la société, un texte qui demeure encore aujourd'hui pertinent et inspirant. Je termine donc avec cette lettre d'Arthur Rimbaud à Paul Demeny, qui est datée du 15 mai 1871. Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie, il cherche lui-même. Il épuise en lui tous les poisons pour n'en garder que les quintessences. Plus loin, Rimbaud ajoute, « Donc le poète est vraiment voleur de feu. Il est chargé de l'humanité, des animaux même. Il devra faire sentir, palper, écouter ses interventions. Si ce qu'il rapporte de là-bas a forme, il donne forme. Si c'est informe, il donne de l'informe. Trouver une langue. » Là, c'est pas Rimbaud qui dit ça. Trouver une langue, très important. Cette langue sera de l'âme pour l'âme, résumant tout, parfum, son, couleur, de la pensée accrochant la pensée et tirant. Le poète définirait la quantité d'inconnus s'éveillant en son temps dans l'âme universelle. Il donnerait plus que la formule de sa pensée, que l'annotation de sa marche au progrès. Énormité devenant norme absorbée par tous, il serait vraiment un multiplicateur de progrès. C'est un grand privilège d'avoir l'occasion d'être ici aujourd'hui pour vous parler.